Alors, ce qui est intéressant dans cette dernière table ronde, c'est justement la jeune génération. Et je remercie vraiment ce jeune architecte qui a témoigné, en effet, d'une réalité. C'est-à-dire que Claude Parent, il était beaucoup plus reconnu à la fin à l'étranger qu'en France, à part ceux qui sont dans cette salle, à part ceux qui l'ont toujours soutenu. Donc là, il y a quelque chose de paradoxal. On sait bien que nul n'est prophète dans son pays, et c'est pour ça que j'ai demandé, donc Didier Faustino, j'espère qu'il va arriver, un artiste, donc Loris Gréaud, et Youssef Tomé, qui est le seul qui n'a aucune relation avec... mais je l'ai fait d'autant plus que, justement, dans son architecture, il y a quand même quelques, disons, quelques correspondances dans le brutalisme et autres, dans tout son travail à Beyrouth. Nous en parlerons tout à l'heure. On va peut-être commencer par Loris Gréaud. Donc, Loris Gréaud, quand j'ai appris que Claude Parent, l'univers mental de Claude Parent, vous avez inspiré des films, alors ça m'a... Je me suis dit, celui-là, il faut que je le rencontre très vite parce que là, il y a quelque chose, quoi, que l'univers mental. Donc là, on vient d'avoir une discussion critique sur des univers qui, a priori, seraient bloqués pour les uns ou au contraire très ouverts pour les autres. Mais vous avez vu tout et vous n'étiez pas lié à lui. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à Claude Parent? Bonsoir, déjà je suis très content d'être là et j'ai beaucoup de gratitude à avoir pu rencontrer Claude Parent et puis œuvrer à ses côtés. Être client ou collaborateur, les frontières sont un peu floues dans ce cadre-là. En fait, j'ai été rencontrer Claude Parent, Monsieur Parent, avec une question esthétique. Que j'ai beaucoup regardé son architecture, très jeune, étant étudiant, beaucoup lu. J'ai été le rencontrer afin de lui demander s'il accepterait de dessiner une architecture mentale, sans savoir comment est-ce qu'on allait traduire ça et quel process on allait mettre en place. Et puis très rapidement, on s'est mis à tenter ensemble de répondre à cette question, c'est-à-dire d'une part, Monsieur Parent dessinait, et puis on a commencé à faire des maquettes, et on s'est enregistré beaucoup, on a beaucoup travaillé, on passait des mercredis entiers à discuter, je l'écoutais beaucoup, on se filmait, et à partir de là, j'ai commencé à retranscrire un peu ce qu'il pouvait me dire, à éditer sa pensée de l'architecture, et puis il a fini par dessiner une ville architecture. Tout ça a été dans un cadre qui est un projet de film, qui n'est plus un projet aujourd'hui parce que la bande-annonce est en salle et le film sortira donc le 15 août, dans lequel est Monsieur Parent et dans lequel on entend son architecture. Peut-être je peux contextualiser un petit peu dans l'espace de la fiction et dans le réel. Donc c'est un aller-retour permanent, un exercice qu'on a fait. J'ai entendu tout à l'heure Claude Parent utopiste, Claude Parent fou. Je pense que Claude Parent, c'est surtout pas un fou. C'est quelqu'un de très déraisonnable au sens génial de la déraison. Et je pense que c'est un hétérotopiste, c'est-à-dire que c'est l'idée de l'utopie qui peut se réaliser. Et ça m'intéresse beaucoup. Et finalement, quand je regarde ce que j'ai accompli de manière assez courte et intense, peut-être une année, peut-être un peu plus, avec Monsieur Parent, il y a cette trace, cette dichotomie qui devient très floue entre l'espace mental de ce qu'on a produit à l'intérieur de la fiction et les maquettes que l'on a produites, et une architecture qui va être construite donc à Aubonne, dans le 95, ma ville natale. Voilà, je glisse un peu sur la pente, mais je vais revenir dans l'espace de la fiction. Cette scène très particulière dans l'espace de mon film, il s'agissait de faire déambuler un acteur, dans un premier temps, dans l'architecture, dans une architecture dessinée spécifique par Monsieur Parent. Pour ça, il a fallu donc faire ce texte, demander à un autre acteur d'interpréter l'architecture, donc de la lire, de l'interpréter comme une partition, en face de Monsieur Parent. Donc ça a donné lieu à un tournage, je ne sais pas si on a des images ici, peut-être on verra. Ça a donné lieu à un tournage au Théâtre du Châtelet où Monsieur Parent était... je ne sais pas du tout ce que c'est. D'accord. Ok, moi je vais finir. Merci. Donc tournage dans l'espace du Théâtre du Châtelet où Monsieur Parent était seul au milieu de la salle en face de Pascal Grégory, donc qui interprétait son architecture. Et dans un second temps, l'idée c'était de diffuser cette même interprétation dans un casque audio
avec un acteur dans une cabine d'IRM, dans un état ambulatoire, qui se projetterait, c'est des expériences qui sont faites aujourd'hui, qui se projetteraient dans l'architecture de Claude Parent. Ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver de l'imagerie fonctionnelle cérébrale qui accepte de prendre part au projet. Et finalement, la semaine dernière, la situation s'est débloquée. Dans un premier temps, c'était Christine Scott-Thomas qui devait se déplacer dans l'architecture de Claude Parent. Ensuite, Charlotte Gainsbourg qui était à New York la semaine dernière. Ensuite, Mathieu Amalric. Et puis finalement, personne n'était disponible. Et jeudi dernier, donc c'est moi qui suis rentré dans la cabine d'IRM et qui me suis déplacé dans cette architecture. Alors, il me semble qu'on a peut-être un extrait audio. Je ne sais pas si on peut tout écouter, mais... Il y a face à vous un socle, un substratum et des sortes d'îlots qui sont comme fixés dessus. Ces îlots sont les zones habitables de cet ensemble en béton. Il est plus grand qu'un immeuble, mais plus petit qu'une ville. Et surtout, il est à l'opposé d'une ville qui s'éparpillerait au sol sans arrêt et dans lequel nous serions obligés de bâtir des tours pour tenter de retrouver une certaine densité. Alors que ces tours, plus elles sont grandes, plus elles sont vertigineuses, plus elles nous éloignent et nous décalent de la réalité. Ce socle s'articule comme un arbre. Il s'enracine dans quelque chose de solide, la terre, puis s'éclate en hauteur. C'est dans ces hauteurs que la ville peut alors se développer librement, sans qu'il y ait de contraintes mathématiques ou d'usage. C'est une ville qui a sa propre liberté d'expression et qui est pleine de surprises, bonnes ou mauvaises, à vrai dire. La partie fixe, le socle, est un élément très important de cette architecture. C'est elle qui lui permet de se déployer en hauteur et de se libérer des contraintes de l'orthogonale afin de lui permettre d'accueillir des déséquilibres. La partie supérieure, elle, est composée de sortes de plateformes habitables et parcourables. Ces plateformes ont une double destination. Elles permettent à la fois de stratifier l'espace avec des vides plus ou moins grands pour des logements plus ou moins modestes selon les moyens de chaque habitant et d'aménager des circulations, des glissements. Contrairement à la partie fixe, toute cette zone d'éclatement en hauteur peut accepter les oscillations. Dès lors, les maisons ne sont pas forcément fixes. Et si jamais elles venaient à être mouvementées, elles ne s'écrouleraient pas. Et cela grâce à des formes de noyaux qui permettent une articulation de la structure d'ensemble. L'architecture que vous contemplez a donc son propre mouvement interne. Et ce mouvement, les hommes doivent pouvoir l'accepter. C'est pourquoi cette architecture comporte des rampes et non des escaliers. Tout y est oblique, de façon à permettre le mouvement. En effet, les rampes vous attirent, vous emmènent, vous emportent dans leur propre mouvement et vous incitent à faire des rencontres, contrairement à une horizontalité classique sur laquelle seule votre volonté pourrait vous amener à interagir avec autrui. Vous voici prise dans l'élan de cette architecture des flux. Approchez-vous, plus près. Cette architecture est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Elle est parsemée de canons qui permettent d'amener la lumière naturelle. Et la structure elle-même est fragmentée pour que le soleil puisse toujours passer au travers. Aucun immeuble n'y fait obstacle, car les immeubles sont comme recoupés en tranches et dissociés. L'ensemble se plie à l'ordre solaire, se tord, se fend et s'arme de miroirs pour que tout soit toujours baigné de lumière. Il y a d'ailleurs autour de vous
des jets de lumière. Et vous êtes vous-même nimbé de lumière. Cette lumière semble jaillir d'une sorte de tuyau solaire qui fend et fissure les immeubles qui vous entourent. Et si vous le souhaitiez, vous pourriez très bien vous engouffrer dans ce canon solaire. Les immeubles, quant à eux, l'ensemble de ces pans, sont installés sur des rails pour que l'on puisse les décaler de façon parallèle ou perpendiculaire pour toujours tenter d'amener un peu plus de lumière. Certaines parties peuvent se détacher et l'ensemble peut ainsi se modifier perpétuellement. Les lumières, la praticabilité sont dans cet ensemble bien différentes de ce que vous avez pu traverser jusqu'à maintenant. Il faut que vous y trouviez votre propre chemin. L'important est donc ce que vous ferez de cette architecture, comment vous l'utiliserez, comment vous vous jetterez dans cet espace, comment vous partirez à la rencontre d'autres habitants sur des allées qui n'existent pas encore et dont vous modifierez le dessin à loisir. Le texte, vous l'avez fait ensemble. Comment vous avez écrit ce texte? Que c'est une production à quatre mains? Est-ce que c'est ou c'est justement dans les allers-retours de discussions conceptuelles d'un univers à l'autre? Comment s'est établie cette relation dans l'écriture? Pour moi, c'est très clair que ce que l'on a entendu, c'est une architecture de Claude Parent, c'est une œuvre de Claude Parent. La méthodologie mise en place, c'était vraiment de se filmer et de discuter. Nous, à l'atelier, d'éditer sa pensée et de lui faire valider. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un travail d'architecture qu'il a produit ici, dans le cadre du film, et puis il joue son propre rôle dans le film d'architecte qui, en face de Pascal Grégory, comme c'était le cas au Châtelet, est une sorte de maîtrise d'ouvrage. On est très loin de Belly of an Architect, là. On est très loin de Peter Greenaway, de son univers et autres, où un architecte, on connaît l'histoire, dans une sorte d'hommage à Boulet. Mais si je fais la relation à ce film, c'est pas du tout sur des questions stylistiques, mais parce que cet univers fantastique de Boulet, évidemment, l'univers fantastique de Parent, est-ce que ça vous rapproche, ça vous... Oui, bien sûr, tout ça me parle, mais encore une fois, l'idée de produire une architecture mentale, ce n'était pas... je pense que l'architecture qu'il a produite, qu'il a écrite, n'est pas... est à la fois rêveuse, mais pas délirante. Elle peut exister, et ça m'intéresse. Et l'idée que dans l'espace du film, dans l'espace de la fiction, il y ait cette expérience de se déplacer à l'intérieur d'une architecture de Monsieur Parent, de Claude Parent, c'était très important, et c'est ce que j'ai essayé de pousser jusqu'au bout. Encore une fois, je ne suis pas là pour parler du projet, mais plus pour parler de Monsieur Parent. Donc dans cette relation, vous avez marché dans ces bâtiments, vous étiez ensemble pour traverser l'architecture, ça se marche, ça. Est-ce que vous les avez vous-même traversés, puisqu'évidemment la rampe c'est un élément éminemment cinématographique, on sait bien, mais donc on voit bien pourquoi ça peut vous intéresser par ailleurs. Mais est-ce que vous avez fait ce chemin aussi à deux? Vous voulez dire physiquement avec lui, oui. Se déplacer? Oui. Non, on a passé beaucoup de temps dans son appartement, beaucoup de temps devant les dessins, beaucoup de temps à discuter, et surtout on a aussi fabriqué. C'est-à-dire qu'on a produit une succession de maquettes. Je crois qu'on a produit 10 maquettes qui servaient justement matériellement, physiquement à organiser la pensée. Donc il ne s'agissait pas d'une dérive ou d'un délire, mais d'une chose très construite. Et encore une fois, Monsieur Parent est d'une précision redoutable quand on en vient à des questions d'architecture. J'ai cette anecdote où je lui ai amené, donc là on va regarder l'architecture de mon atelier de travail dans ma ville natale, ma ville d'Aubonne. J'ai visité Monsieur Parent à l'hôpital. Je lui ai amené la maquette de l'architecture. Je suis désolé, c'est une anecdote un peu personnelle, mais c'est pour souligner un peu le personnage.
je suis rentré dans la chambre, Nahad m'a dit rentre dans la chambre, il m'a pas reconnu, il m'a pris pour un ancien collaborateur de son agence. Par contre, quand il a vu la maquette, il a dit mais ça c'est ce que j'ai construit pour cet artiste. Alors ce que tu vas faire, c'est que cet angle-là, la pente, tu me la corriges de 10 degrés. Le mur, tu me le penches comme ça et ça. Et donc je prenais des notes et je corrigeais. Il était assis à côté de son lit d'hôpital, mais extrêmement précis sur ces questions d'architecture et de comment l'artiste auquel il pensait allait travailler dans cet atelier qu'il a dessiné. Donc voilà, je suis encore plus honoré que cet atelier, nous allons le construire, il va sortir de terre à côté de mon atelier existant dans la ville d'Aubonne. Et je profite de cette tribune là pour saluer aussi Nahad Parent, parce qu'on a beaucoup parlé de Claude Parent, qui était un immense monsieur. Et je pense qu'il n'y a pas de Claude Parent sans Nahad Parent, qui était vraiment un appui d'amour et un appui esthétique, un accompagnement. Donc merci pour tout, Nahad, encore une fois. Merci. Donc, ça sera une œuvre posthume. Je suis très frustré qu'il n'ait pas vu, qu'il ne voit pas le bâtiment se construire. Je souris en regardant la 3D parce que je me rappelle très bien une fois qu'on a terminé les dessins, qu'on était d'accord sur tout, je lui ai amené cette modélisation. Il était très élégant, donc il m'a rien dit, mais je crois qu'il déteste ça. Il détestait cette animation. Donc oui, peut-être ce sera sa dernière architecture, je ne sais pas. Je pense qu'il y a ce très beau projet, je pense à Montsartou pour Yves Klein. Je ne sais pas, je suis un peu frustré qu'il ne voit pas en vrai. Nahad, aux obsèques de Monsieur Parent, m'a dit vous allez continuer. Et oui, je vais continuer. Oui. En tout cas, on va suivre ça avec énormément d'attention et d'émotion. En tout cas, merci de nous faire la primeur de ces images. Et vous pouvez être sûr que la Cité de l'Architecture vous accompagnera dans ce travail. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. On va écouter Rudy Ricciotti, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui nous a enregistré depuis son agence un film. Toujours mon petit livre rouge. En fait, Ricciotti conduit sa vie comme un pilote de course, jusqu'au point de rupture. Sous le masque du mec en Ferrari, on peut en être sûr, le cœur est gros comme ça, ce qui ne l'empêche pas d'être insupportable, luxe suprême. Je ne souhaite pas parler de l'œuvre architecturale de Claude Parent, je pense qu'il y a assez de critiques, d'experts, mais parler de la relation épistolaire que j'ai eue avec lui, également de cette posture de collectionneur que j'ai pris très tôt, puisque je suis son premier collectionneur, je commençais à acheter des dessins il y a 10 ans. Dernièrement, un des derniers, voilà, un diptyque, mais j'ai commencé il y a 10 ans, j'ai acheté une dizaine de dessins, une douzaine, et que j'ai payé. On était presque gêné lorsque la première fois j'ai demandé de me vendre un dessin, il a fallu que j'insiste. Et puis il y a aussi également eu entre nous un rapport épistolaire. Là, il y a une partie des courriers, je dois avoir une quinzaine de lettres qui remontent assez loin, avec des courriers assez extravagants,
d'autres dans lesquels il m'entoure d'une gentillesse incroyable, il me donne des conseils, de la fois il s'excuse en disant qu'il ne veut pas m'endoctriner, mais il sent qu'il faut qu'il me protège, tel qu'il le dit, mais puis en tout cas il m'allume, bon, il avait ce rapport à la plume avec moi assez étonnant. Bon. Alors ces courriers, je les ai, mais dans cet épistolaire, il y a aussi des choses qui sont hors la vue de l'architecture. Je me rappelle d'un courrier reçu juste après le repas à l'architecture consécutif au vernissage de son exposition, où il m'écrit pour me dire qu'il avait veillé à ce que Paul Andreu et moi-même ayons des phares à notre table afin de ménager notre mauvaise humeur. Je trouve ça incroyable quand même. Et sur ces dessins, donc, puisque je préfère parler de ça, j'y vois de la frontalité, de la massivité, du maniérisme, de la prise de risque, mais tout ça en la vue de l'accumulation. On n'est pas dans la logique de l'accumulation, de la fragmentation, de la table renversée, de la déconstruction, mais bien plutôt dans l'idée de la table rétablie, de la table reconstruite, de la table bien solide avec 4 pieds et bien scellée dans le sol territoire, parce que ces dessins parlent de sol, parlent de territoire. Je pourrais presque dire qu'il y a quelques analogies très lointaines avec Trombley, l'idée de reconstruire le territoire. Et donc on est quand même finalement dans ces tracés, ces territoires, ces structures, ces infrastructures, on est carrément hors la vue de l'utopie. Le travail des parents ne parle pas d'utopie. D'ailleurs, dans tous les épistolaires que j'ai reçus de mes parents, je n'ai jamais vu une seule fois le mot utopie. D'autres en parlent, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui les autorise à parler d'utopie pour le code parent. Je pense que le parent, c'est l'anti-utopie, c'est la volonté de pousser le destin à ses limites, évidemment de travailler le terrain comme un maître dans une arène. On est totalement aux antipodes de la nécrophilie culturelle d'Archigramme, qui lui a bien vu ce qui allait venir, c'est-à-dire le désastre annoncé, le désastre consumériste, le désastre bioulé. On est plutôt dans une monomatière, je ne sais pas, une obsession, cette obsession de bien faire avec si peu. Voilà. Et s'il y a bien un mot, une tension qui qualifie le travail de parents dans ces dessins, c'est l'idée d'affrontement. D'ailleurs, lui-même a employé ce mot de ses courriers, il m'expliquait l'idée qu'il se faisait de l'affrontement, le régime qu'il en avait, la matière que cet affrontement pouvait développer dans leur récit architectural. Voilà, Claude Parent, c'est l'architecte de l'affrontement. Claude Parent, l'architecte de l'affrontement. Le document a été très artisanal, fait à l'agence, on n'entend pas très bien, excusez-nous. Voilà, mais donc il parlait essentiellement de ses dessins et sous des relations épistolaires qu'il avait eues avec lui. Il n'est pas le seul, mais elle était assez fournie. Donc voilà. Maurice Graou, quand vous entendez Rudi Ricciotti parler de cette culture de l'affrontement qui y a dans ses dessins, c'est vrai que en fait, ça renvoie à la question de la radicalité. Est-ce que, pour vous, ce mot qu'on a utilisé avec Jean Nouvel depuis le début de nos entretiens avec Odile Deck, est-ce que vous adhérez à cette radicalité quand on parle de Claude Parent ? Alors je crois que Jean Nouvel, je vais peut-être déformer un peu, a dit que l'architecture c'était une bataille. Et je crois que Claude Parent c'est le guerrier quoi en fait, c'est vraiment ça. L'écho ultime chez moi de Claude Parent, c'est la dissidence et le fait de dire non. Et ça c'est quand même assez fort. Il dit non. Tu veux le mettre comme ça ? Non, on va le mettre comme ça. Tu veux mettre une ceinture de sécurité ? Non. Et ça c'est un vrai truc. Et donc quitte à se retrouver seul, je peux plus construire, je vais faire des dessins, je vais en faire plein, beaucoup. Ils vont aller super loin. Tout ça, c'est une bataille.
C'est une bataille d'une vie, c'est une bataille d'un grand homme. Est-ce que ça répond à la... Oui, oui, ça répond très bien, mais est-ce que finalement ce n'était pas le héros qui guerroyait contre le principe de précaution, celui qui fait que on est plombé partout, enfin, beaucoup de choses, les normes, tout ce qui... Est-ce que c'est pas ça qu'il y avait? Parce que les deux exemples que vous venez de donner, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Le principe de précaution, de prendre les risques, on l'a dit tout à l'heure avec Odile Deck, cette culture du risque dans l'architecture, c'était quand même pas mettre les gens en risque, mais de risquer, de risquer une aventure spatiale, de risquer une expérimentation. Bien sûr, bien sûr. C'est une prise de risque permanente. On a parlé au tout début de panache. Il faut beaucoup de panache pour tenir cette position, quitte à se retrouver tout seul et poursuivre. Donc oui, c'est une prise de risque et il en mesurait, il en assumait aussi les conséquences. Et tout ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humour et beaucoup d'élégance. Donc tout ça, on l'a déjà dit, mais c'est important parce que c'est à la fois, on n'est pas en face de quelqu'un, je parle d'un guerrier, mais on est en face de quelqu'un sensible qui est touché par cette situation dans laquelle il s'est précipité, mais qui l'assume complètement et qui va au bout. Et jusqu'au bout, il a continué de dire non et de s'ouvrir à d'autres choses. Tout à l'heure, on parlait d'un parent, Claude Parent, dans sa nébuleuse. J'espère être le témoin de Claude Parent qui continue de pousser la logique. C'est-à-dire que je vais chez lui avec un problème esthétique. Je lui dis, Monsieur Parent, et je suis tremblant, je lui dis, Monsieur Parent, on va construire une architecture mentale. Il dit, OK. Voilà, c'est ça. Alors, Youssef Temé, donc, toi, tu n'as aucune relation avec Claude Parent. Vous êtes peut-être croisés un jour, mais vous n'avez jamais travaillé ensemble et autres. Et si tu es là, c'est pas parce que tu as travaillé aussi chez Jean Nouvel. Je ne fais pas cette filiation. C'est uniquement parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans ton architecture, il y a quelque chose qui renvoie à ce brutalisme et autres. Est-ce que, donc, tout ça, en tant que jeune architecte, Claude Parent, cette sphère, cette nébuleuse dont on a parlé, c'est quelque chose où c'est... En fait, moi, j'ai été touché quand vous m'avez appelé parce que j'ai toujours, comme ça, regardé de loin ce qu'il fait, mais je n'ai jamais approfondi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été touché par cette puissance et en même temps ce côté très doux. Et je me suis dit, mais pourquoi il m'a appelé? Qu'est-ce que je fais en architecture Et quand j'ai entendu Claude Lévesque parler, j'ai compris. J'ai compris en fait que moi, mon premier projet, c'était... Est-ce qu'on peut défiler juste? Moi, mon premier projet, c'était... ma première conférence, je l'ai appelée Béton doux. Et en fait, les gens rigolaient, mais béton et doux. Je me suis dit, en fait, pourquoi j'appelle ça béton doux? Parce que ce qu'il a dit, Claude Lévesque, m'a vraiment, en fait, rassuré. Parce que c'est vrai, on ne peut pas faire une église comme ça si on n'a pas une douceur à l'intérieur et si on ne veut pas se protéger, si on n'est pas en état de guerre. Mais au fond, ce qu'on veut, c'est un peu de l'amour et un peu s'ouvrir, poser des questions et ne pas être... je ne pense pas que c'est un guerrier, je ne le connais pas, mais à travers comme ça ce que j'ai regardé et à travers, je pense que on est tous les deux des architectes d'après-guerre. C'est-à-dire que moi je suis architecte après-guerre à Beyrouth, lui il est à Paris, et je pense que c'est ça la ressemblance. Et en même temps, c'est-à-dire que le premier projet que vous avez vu, c'était un acte politique parce que on me demande de faire une université et je fais une masse que je sculpte pour dire ce qu'il faut dans ce pays, c'est de l'espace public. Et je mets tout là-dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment un espace public. Je creuse cette université, je m'en fous des identités des uns et des autres. Ce qu'il faut, c'est réunir. Et j'ai compris que Claude Parent, c'était aussi des actes politiques. Tout ce qu'il a fait, en tout cas, c'était des actes politiques assez forts. Et
par hasard, je vois que la continuité, parce que quand on veut assurer une densité, comment faire un espace public, une université de 60 000 mètres carrés sur un terrain de 6 000, donc on a une densité de 10, comment faire un espace public? Les gens aussi ne... Et donc l'escalier, c'est-à-dire l'oblique, le fait d'être continu comme ça, et on arrivait à un espace public qui faisait 6 000 mètres carrés, parce qu'il y avait une continuité qui se créait d'elle-même. Donc c'est marrant parce que moi je suis un peu le témoin de parce que je ne le connaissais pas, mais ce qu'il a fait, je l'ai expérimenté d'une façon naïve. Et finalement, par exemple, là, c'est une banque. On m'a demandé de faire une banque. Et pour moi, la seule réponse, c'était un bunker dans un pays comme Beyrouth. Et c'était exprès de provoquer comme ça et de fermer, de se sentir protégé. Et en même temps, vous allez voir, c'est-à-dire l'intérieur, c'est quelque chose qui est plutôt apte à l'échange, apte à la communication. On va voir la photo d'après. Est-ce qu'on peut un peu retrouver dans les mêmes situations, par exemple, dans les mêmes situations que lui, dans son église, c'est impressionnant. C'est-à-dire que cette douceur, même si on ne croit pas, on y croit. Et donc voilà, c'est des situations comme ça qui sont parallèles, des années après. Le béton, moi j'ai utilisé le béton parce qu'à Beyrouth, c'est ça qu'on sait faire, donc c'est vraiment par hasard. J'ai utilisé les branches de bois parce que ça enlève les imperfections, parce qu'on ne sait pas faire du béton comme au Japon, donc c'est un peu aller contre nature de faire du béton lisse, clair, fort, beau. Donc j'ai utilisé ces branches de bois pour vraiment que ça devienne une qualité, de contourner les choses. La maison que vous avez vue au milieu, en fait, ça rejoint un peu ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire que c'est une césure. Ni je suis en opposition par rapport au paysage, ni je suis en soumission, mais je suis en interrogation. Elle vient comme ça en oblique, un peu en rupture, mais en même temps en intégration, et elle interroge. En fait, je pense que là où, en tout cas, je me retrouve avec, et là, je suis vraiment content et j'adore ce qu'il fait, c'est qu'il interroge. Il interroge, il pose des questions et jusqu'à la fin, et jusqu'à ce que ce soit bien ou pas bien. Et les gens qui interrogent, ça dérange. C'est normal parce que tout le monde est content dans une routine et tout le monde est content et les préjugés, il faut les enlever et voilà. Donc, je ne sais pas si... Mais une question, quand tu faisais tes études, est-ce que, parce que ça nous donnera la température justement de ce que représentait Claude Parent dans le monde des enseignants, on vous parlait de Claude Parent? Moi, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts, donc à l'école Paris-Villemain. Oui, d'où ma question. Oui, on ne nous parlait pas vraiment de Claude Parent, mais on savait que c'était quelqu'un qui est respecté par Jean Nouvel, c'est-à-dire que, mais c'était un peu l'atypique. C'était pas. Puis moi, je me suis plus intéressé durant mes études à la démarche. Peu importe après l'esthétique qui arrive, et je pense que lui c'est pareil, c'est une démarche, c'est-à-dire que par rapport à des positions, par rapport à des contextes, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pas l'esthétique qu'il a fait. Si ça, c'est par hasard qu'on arrive par les moyens qu'on a, à chacun. Et le brutalisme, par exemple, ça par contre, à mon avis, c'est inconscient, mais ça c'est dû à la guerre, en tout cas de mon côté. C'est-à-dire que le côté comme ça, maintenant, j'ai plein d'autres projets qui n'ont rien à voir avec ça, mais à des moments donnés, sur des positions, on assume des choses. Et puis moi, je pense que moi, je me suis intéressé quand vous m'avez demandé, parce qu'il m'a toujours touché. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il m'a toujours touché, cette puissance dans la retenue. C'est ce que j'aime. J'aime pas les gens qui disent tout. C'est quelqu'un, j'ai senti qu'il y avait une retenue dans son architecture, une douceur
que moi j'ai bien aimé. Et s'agissant de cette exigence-là, c'est très intéressant le témoignage de Loris Gréau sur quand il lui fait changer l'angle, voilà, cette hyper précision et autres. Donc, est-ce que vous êtes sur le même genre de ligne? Est-ce que ce côté presque de culture du risque jusqu'à risquer d'être dans la marge, ce héros dont on a parlé, puisque finalement on tourne autour du mot, mais c'est ça, non? Je pense que cette figure héroïque de l'architecte. De toute façon, on existe à travers ce qu'on fait, c'est-à-dire nous en tant qu'architectes. Donc, si vous voulez, je pense qu'il n'avait pas le choix, parce que au fond, c'est-à-dire que c'est le rêve qu'on tue si on tue son architecture. C'est lui. C'est-à-dire que le rêve n'a pas de prix, donc c'est pour ça qu'il disait non, et je le comprends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était tellement son architecture qui est devenue lui, qu'il ne peut plus dire non, qu'il ne peut plus faire des concessions, parce que sinon, c'est un peu comme le film de Cannes, à la fin de sa vie, quand il quête comme ça, et puis il disait « il ne m'aimait pas, mon père » et tout, il arrive en Inde, et tout d'un coup, il commence à pleurer parce qu'il a compris que son père, en fait, ce qu'il aimait au-dessus de tout, c'est l'architecture. On parle de My Architect. Hein. Voilà. Le film, je ne sais pas si vous le connaissez, ouais. qui est presque pour moi, ça il me fait penser à ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est lui et l'architecture ne font qu'un. Donc voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Loris ? Je sais pas, je pense que ça aurait pu être... on parle de figure héroïque et je pense que c'est vraiment ça, parce que la facilité pour Monsieur Parent, qui était extrêmement doué sur toutes ces questions d'architecture, il aurait pu construire beaucoup. Ça aurait pu être un choix, ça aurait été le choix de la facilité. C'est pas celui qui l'a fait. Et en ça, c'est une figure héroïque. Ouais. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand j'ai regardé de près, et qui, moi en tout cas, m'interpelle beaucoup, et qui devient d'actualité, c'est la quête du silence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, son architecture provoque un arrêt. Elle provoque un silence. Et je trouve que ça, c'est très contemporain et c'est très actuel. Quand on est pris par des informations toute la journée, par de la consommation, on a dit, il faut faire ci, il faut faire ça, je trouve que l'architecture qu'il faisait était avant-garde au cas où, parce qu'elle provoquait un silence, un arrêt dans un moment où il te renvoie à toi-même. C'est-à-dire, il te renvoie à toi-même de réfléchir, à toi-même d'exister. Et je ne pense pas que c'est une architecture dictatoriale, au contraire, je pense que c'est une architecture qui te renvoie à toi. Et c'est ce qui fait peur. C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie des fois de réfléchir, et n'ont pas envie ils ont envie juste de suivre. Et je comprends, c'est dur de rentrer en soi. C'est pas évident. Alors, Frédéric Borel a écrit sur Claude Parent qu'en fait, il avait un plaisir à basculer les formes et à bousculer les conventions. Basculer, bousculer. Et je trouve qu'il a très bien défini les choses, là, Frédéric, sur cette idée que justement, il fallait aller chercher ailleurs. Et je trouve ça très intéressant qu'un jeune artiste aille chercher dans quelqu'un qui a été repéré dans une avant-garde des 60s. C'est un rêve que l'hypermodernité en fait de Claude Parent, elle est flagrante à travers votre travail. Claude Parent, ça reste ultra contemporain. Je pense que ça reste ultra contemporain. Et pour revenir à ce que vous disiez un peu plus tôt, est-ce qu'on parle de Claude Parent pendant les études? Oui, bien sûr, à certains profils d'étudiants. C'est-à-dire, si tu es un peu en marge, tu n'es pas vraiment architecte, tu n'es pas vraiment artiste, tu ne sais pas vraiment où tu vas, tu as une position qui est un peu floue au monde, va regarder Parent. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Ah, dans les écoles d'art? Oui. Les écoles de cinéma ou... J'espère les écoles d'archi aussi. J'espère. Non, c'est intéressant. Donc ça veut dire que la question de la marge, c'est ça dont vous parlez. Oui, c'est-à-dire que Claude Parent, ça des limites, ça le travail sur les limites. C'est ça. C'est les limites floues, en fait. En fait, c'est pousser les limites, vous avez raison. Ouais. C'est ça.
C'est-à-dire que quand on pousse les limites d'un programme, les limites d'une structure, les limites de tout, d'une forme, en fait, vous avez raison, c'est ça. C'est pousser les limites dans une architecture, et donc ça veut dire ouvrir le champ, et ça a des conséquences. Donc des fois, et donc voilà, c'est ça, oui, c'est pousser les limites, je pense. Vous avez raison. Alors on va peut-être demander à la salle s'il n'y a pas des questions, des interventions, des réactions, des contradictions. Moi, je voudrais dire merci à Loris Gréaud. Je ne vous connaissais pas, je ne vous connais pas. Mais quand j'ai entendu le texte, je me suis promenée dans les dessins de Claude. Et c'était hallucinant. Mais vraiment, je me voyais dans je voyais les dessins. Et j'étais dedans. Ben merci. Enfin, merci à Claude Parent, merci à Nahad, merci à Laszlo d'avoir permis tout ça. Merci. On va demander à l'obliconaute, sur le film de Loris Gréaud, de moi ce qu'il nous en a montré, son univers, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Parce que c'est quand même fantastique, ça. Oui, je crois, avec peut-être c'est différent de beaucoup des participants de gens, c'est que moi j'ai rêvé avec Claude Parent. Et là, quand je suis avec ce film, je suis aussi dans la réalité, dans le rêve. Je crois qu'en fait, il n'y avait jamais de limite avec Claude. Il n'y a pas de limite entre le réel et le dessin, entre la parole et la vie. Les frontières disparaissent. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, que j'ai toujours recherché, mais qui est quasi unique avec lui. C'est vraiment une de mes très grandes rencontres, peut-être la plus grande. Dans toutes ces matières pauvres ou luxueuses, mais simples, c'est toujours l'autoportrait de Claude Parent qui termine le livre. Dans toutes ces matières pauvres ou luxueuses, mais simples, sans double sens, sans référence surtout à Dame Nature, je me sens protégé, je vis bien à l'aise. Je peux rêver d'un monde bon, je peux rester naïf, vrai ou faux, peu importe. Je suis comme j'ai toujours été, pétri d'espérance, de foi en l'avenir. Je peux continuer de souffrir, me gaver d'optimisme, aussi béat que déraisonnable, croire au progrès constant comme au XIXe siècle et oublier très vite les déconvenus. Regonflé à bloc, je me jette alors dans les risques insensés. Je bouscule les cubes, trop stables à mon gré. J'oublie mes classiques, je ris de tout et de rien. Je hais la perfection et surtout je me paie le luxe de porter sur le monde un regard goguenard. Cette attitude me rend, je le sens, insupportable. Mais soyez tolérants car malgré ce regard que je porte sur vous, je vous aime tous, vous les architectes. Me pardonnerez-vous cette contradiction ? Tant que je vivrai, il faudra faire avec, car j'ai l'outrecuidance de vouloir transmettre. Cette ambition-là vaut quelques sacrifices et quelques rejets d'autrui. Voilà. Merci à tous.